Merci Elisabeth pour cette présentation. Donc ce webinaire, il avait aussi pour objectif de répondre finalement aux enjeux locaux, à la question des futures élections municipales et d'essayer d'apporter de manière la plus humble possible euh, des connaissances générales sur ce qu'est le vieillissement et dans quelle mesure le vieillissement est un sujet qui intéresse l'action publique locale. Commencer par la première question qu'on a l'habitude de nous poser. C'est quoi un vieux? C'est quoi être vieux? Qu'est-ce que ça veut dire? J'utilise volontairement le mot vieux d'une part parce que les membres de notre club régional des usagers nous disent que c'est pas du tout un gros mot, et d'autre part parce que ça permet de poser clairement le sujet. Ce qui est intéressant d'observer, dans un premier temps, pour prendre un petit cadre historique, c'est l'évolution des représentations qu'on a sur la vieillesse et sur le vieillissement, qui a connu un basculement avec le développement des sociétés capitalistes, productivistes, et les révolutions industrielles. Avant ça, le vieillissement était quand même souvent associé à la sagesse. C'est celui qui connaît, c'est le sage, c'est celui qui a l'expérience de la vie et qui peut transmettre. Et à partir du moment où on est passé dans les sociétés plutôt capitalistes, productivistes, après la révolution industrielle, on est plutôt dans l'idée que le vieux, c'est celui qui n'est plus productif, c'est celui donc qui ne développe plus l'économie, qui ne participe plus à l'économie. Euh, et on arrive aujourd'hui à, c'est un problème de dépenses publiques, les retraites, comment on va faire pour payer les retraites. Et on aboutit aussi logiquement à l'agisme, qui est la première forme de discrimination, qui sont donc les discriminations liées à l'âge, hein, pas que personnes âgées, ça concerne aussi les jeunes, et qui est numéro un devant le sexisme et le racisme. On nous dit souvent, c'est bien, vous travaillez sur les vieux, mais vieux, c'est quel âge? Alors, je vais vous décevoir, je vais pas vous donner de chiffres, je vais juste vous expliquer qu'il en existe plein. Si on prend la définition qu'on vient un peu d'évoquer, l'arrêt de l'activité professionnelle, puisque c'est d'une certaine manière comme la manière dont la société définit aussi le vieux actuellement, c'est en moyenne entre 55 et 65 ans, ça dépend des personnes. L'Organisation mondiale de la santé dit qu'on est âgé à partir de 65 ans. Ça, c'est à l'échelle de la planète, mais c'est pas forcément pertinent puisque le vieillissement n'est pas uniforme dans tous les pays du monde. 75 ans, on a en moyenne l'arrivée des premières fragilités, donc ça pourrait être aussi un âge intéressant. 82, 83 ans, c'est l'âge moyen d'entrée en dépendance. Mais c'est aussi l'espérance de vie. C'est juste pour vous rappeler que on sera très nombreux parmi les participants de ce webinaire à ne jamais être dépendants dans notre vie. Et donc, la manière dont on travaille le sujet au Gérontopole, finalement, c'est de se dire que le vieillissement ou la longévité, le fait de pouvoir vivre plus longtemps et de profiter de ces années, sont des parcours individuels qui, par définition, sont hétérogènes. Et donc, ce qui va nous intéresser, c'est plus le processus. Comment on fait pour profiter du fait que, individuellement et collectivement, on vive plus longtemps qu'avant. Donc, sur la droite, vous avez un graphique qui vous montre l'évolution de l'espérance de vie à la naissance en France entre 1740 et 2017, et on remarque bien évidemment qu'elle a augmenté de manière assez conséquente depuis le XVIIIe siècle, avec évidemment des guerres qui ont fortement impacté l'espérance de vie. À 65 ans, quand on est une femme ou quand on est un homme, on a plus ou moins 20 ans encore à vivre, et 20 ans de vie, c'est particulièrement long. Euh, donc, c'est entre guillemets un âge de la vie auquel on peut tout à fait faire des projets, on peut se projeter, qui n'est pas homogène. Pendant 20 ans, on n'a pas une vie homogène, c'est pas possible. Et donc, ça nous donne quand même aussi une belle perspective quand on arrive à 65 ans. Donc en moyenne, je vous disais, on sera nombreux à pas connaître la dépendance, et en moyenne, dans toute sa vie, on est dépendant 18 mois, donc 1 an et demi, et dépendant, ça signifie dépendre d'une tierce personne pour des activités de la vie quotidienne. Autrement dit, quelqu'un qui a un bras dans le plâtre et ne peut plus se laver tout seul est dépendant aussi. C'est-à-dire que c'est pas forcément réservé aux personnes âgées, et au total, en moyenne, on ne connaîtra la dépendance que 1 an et demi dans sa vie. Au niveau de la santé, clairement, au-delà de l'espérance de vie, on a aussi une amélioration des conditions de santé
des personnes âgées. On considère qu'aujourd'hui, quelqu'un de 75 ans a le même niveau de santé qu'une personne qui avait 65 ans il y a 50 ans. Et concrètement, on vieillit mieux aussi, notamment parce qu'il y a une meilleure prise en charge des maladies chroniques, ce qui limite assez fortement leurs effets sur l'autonomie. Avoir du diabète dans les années 50, c'est pas la même chose qu'avoir du diabète aujourd'hui, pour prendre un exemple. Et enfin, la longévité, c'est aussi une chance pour tous, c'est-à-dire que c'est une chance individuelle. On vit plus longtemps, on vit mieux, et on a l'opportunité de pouvoir profiter de notre vieillesse, et en même temps, c'est aussi une contribution pour la société. 35% des retraités sont bénévoles contre 25% de la population totale. Ça veut dire qu'on a des retraités qui ont un rôle important dans le bénévolat, et on sait tous que le bénévolat et l'associatif a un rôle important dans la société, notamment en France. C'est aussi l'aide intrafamiliale, les grands-parents qui gardent les enfants. Pareil, donner un exemple, mais c'est pas du tout le seul. Euh, et enfin, puisqu'on parle des élections municipales, 25% des maires avaient plus de 60 ans en 2019, et on sait aussi à quel point les élus locaux sont importants dans la vie quotidienne, puisque c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Une petite nuance, et là c'est le géographe et le géographe social qui parle, on n'est pas tous égaux, ceci dit, face à l'espérance de vie. Je vous donne l'exemple du niveau de vie. C'est valable pour le niveau de diplôme, c'est valable pour les catégories socio-professionnelles aussi. L'espérance de vie n'est pas la même. Quand vous êtes un homme notamment, puisque c'est là qu'on a le plus gros écart, si vous avez un niveau de vie, euh, pour faire simple, une personne seule gagnant 1000 euros par mois, s'il y a plus de personnes dans le ménage, le calcul est un peu plus complexe, on pourra revenir dessus si vous avez des questions, euh, vivra après 65 ans en moyenne 5 ans de moins qu'une personne qui gagne 3000 euros par mois. Donc ça veut dire que les conditions sociales dans lesquelles on vit, socio-économiques, ont un effet important sur notre capacité à vivre plus longtemps. Deuxième terme important à comprendre, une fois qu'on a bien compris qu'on avait la chance de vivre plus longtemps et en meilleure santé, c'est la question de la transition démographique. La transition démographique, elle s'explique d'une part parce qu'on a une augmentation de l'espérance de vie, donc des personnes qui vivent plus longtemps, mais d'autre part parce qu'on a le vieillissement de la génération du baby-boom. La génération du baby-boom, pour rappel, c'est après la Seconde Guerre mondiale jusque dans les années 70 et au moment du choc pétrolier, une augmentation importante des naissances qui fait que les personnes nées entre 45, 46 et 73 sont surreprésentées dans la population générale. Donc quand on regarde les pyramides des âges, ce que vous avez à gauche, si le curseur fonctionne bien, c'est cette partie-là de la pyramide des âges. Qui est plus épaisse qu'elle ne devrait l'être, entre guillemets. À droite, vous avez les femmes et à gauche, vous avez les hommes. Si jamais vous n'arrivez pas à lire. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en 2021, elle était entre 45-50 ans et 75 ans. Et pour 2040, bah, forcément, elle monte, elle vieillit, cette population, et ça veut dire qu'on aura une pyramide un peu différente, qui aura de moins en moins une forme de pyramide, et donc une proportion et un nombre de personnes âgées qui sera bien plus important qu'aujourd'hui. Donc, concrètement, pour les pays de la Loire, puisqu'on reste un gérontopole au niveau régional, qu'est-ce que ça veut dire cette augmentation de la population et cette augmentation de la proportion de personnes âgées dans la population? En 2022, les 65 ans et plus représentaient 21% de la population et en 2040, ils seront 26% de la population. C'est une augmentation mais pas aussi impressionnante que celle des 80 ans et plus, puisque en 2022, vous avez déjà une certaine partie des baby-boomers qui ont plus de 65 ans, donc qui sont déjà dans ces statistiques. Là, on va voir une vraie évolution dans les 10 années à venir, et dans les 10, 15, 20 années à venir, c'est vraiment sur les 80 ans et plus. Et on va voir après que l'augmentation des 80 ans et plus, c'est pas les mêmes conséquences que celle des 65 ans et plus. Quand on regarde en chiffres, ça a fait une augmentation de plus de 200 000 personnes dans la région de plus de 65 ans et plus. Et sur ces plus de 200 000, on en a plus de la moitié qui auront plus de 80 ans et plus. Et donc on aura un passage de 6% de la population à 10% de la population. Personne sur 10 aura plus de 80 ans dans les pays de la Loire. Alors, qu'est-ce que ça a comme conséquence? Une augmentation du volume, des besoins des personnes âgées et une modification de la répartition des besoins, si on parle vraiment avec un œil de politique publique sur comment je réponds aux besoins de la population.
Cette modification de répartition des besoins, on peut prendre un exemple assez simple et simpliste volontairement, parce que c'est bien évidemment plus complexe que ça, mais pour qu'on puisse comprendre ce que j'essaye de dire. C'est celui des transports. Aujourd'hui, les transports sont essentiellement pensés pour les actifs et les scolaires dans l'idée de répondre à la demande des domiciles travail et des domiciles études qui aujourd'hui représentent en effet la demande la plus importante. Avec le vieillissement de la population, cette demande sera moins importante proportionnellement qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc ça veut dire qu'on peut repenser la manière dont on envisage les transports publics dans nos collectivités, dans nos territoires en se disant que eh bien, peut-être qu'on aura un peu moins de saturation aux heures de pointe, peut-être qu'on pourra un peu plus étaler l'offre, ce qui aura aussi des incidences positives sur les chauffeurs de bus qui aujourd'hui ont des contraintes horaires, enfin les chauffeurs on va dire plutôt de car, qui ont des contraintes horaires assez importantes, où on va avoir un travail assez dense enfin, matinée, midi, soir, et du creux au moment de la matinée et de l'après-midi. Voilà, juste un exemple pour vous dire, voilà, on va avoir une répartition des besoins qui va se différencier par rapport à aujourd'hui. Ensuite, il y a plusieurs sujets, notamment quand on parle de l'augmentation du nombre de personnes de plus de 80 ans, c'est la question de la dépendance. La dépendance, c'est dépendre d'une tierce personne pour les actes de la vie quotidienne, se laver, se nourrir, faire ses courses, etc. Si on reprend les environ 150 000 qu'on avait d'augmentation entre 2022 et 2040, dans les Pays de la Loire, on estime, parce que c'est une estimation au regard du niveau de dépendance actuel, espérons qu'il puisse diminuer bien sûr, qu'on aura environ 37 118 personnes de plus de 80 ans qui seront dépendantes et qui seront en plus d'ici à 2040. Et ça a des incidences notamment importantes sur un secteur d'activité où on a du mal à recruter, que ce soit dans les acteurs de la prise en charge de la dépendance à domicile, comme pour la prise en charge de la dépendance en établissement. Autre sujet, la question de l'aidance et des aidants non professionnels, qui peuvent être des voisins, la famille, le conjoint, ou des amis tout simplement, qui prennent soin, qui apportent une aide de manière régulière et fréquente pour accomplir ces actes de la vie quotidienne auprès de personnes. Ce qu'on vous voyez sur le graphique de droite, c'est que là où on a vraiment une surreprésentation des aidants parmi les tranches d'âge de la population, c'est pour les... Alors, moi je ne vois plus très bien parce que je l'ai en petit sur mon écran, mais il me semble que c'est 50-65 ans de mémoire où on a vraiment une surreprésentation euh, de ces aidants. Et on va voir que ça a des incidences sur la pyramide des âges. Au-delà de ça, le fait d'être aidant, déjà c'est quelque chose qu'on considère comme naturel souvent et qui fait qu'on a du mal à prendre conscience de ce rôle qu'on peut tenir dans la vie. Donc, voilà, un des chiffres de la Fondation April, c'est 48% des aidants ne considèrent pas qu'ils sont aidants. C'est le premier niveau sur lequel il faut être capable d'agir, c'est déjà de réussir à faire en sorte que ces aidants puissent se rendre compte qu'ils sont aidants. Parce que être aidant, ça a des impacts négatifs. Pareil, un sondage, alors à droite, vous avez les représentations des personnes qui ne sont pas aidantes, et à gauche, les représentations, les effets négatifs que vivent les personnes qui sont aidantes. Donc c'est assez important sur les loisirs, les sorties, la vie sociale, la qualité du sommeil, le moral, la santé en termes de forme physique de l'aidant, la vie de famille et la vie professionnelle pour évidemment les aidants qui sont actifs, puisque 55-65 ans, et pour les autres aidants qui sont plus jeunes, ça reste aussi des âges auxquels on est potentiellement actif. Ce que je disais sur la pyramide des âges, c'est que aujourd'hui, le principal des aidants se trouve ici, et les aidés se trouvent ici. Donc on a une proportion d'aidants par rapport au nombre d'aidés qui est assez confortable. Demain, vous le voyez bien sur ce côté, le nombre d'aidés potentiels va fortement augmenter et le nombre d'aidants potentiels, lui, va plutôt être stable ou diminuer. Donc on risque aussi d'avoir un nombre d'aidants euh, qui peuvent se trouver dans des situations de fatigue qui va fortement augmenter. De manière simplement mathématique, hein, évidemment, après, il y a, et c'est aussi le rôle d'une collectivité, euh, comment nous, en tant que société, on accompagne ces aidants pour qu'ils n'arrivent pas à des situations de fatigue qui deviennent
problématique pour leur santé à elles. Alors, la question de la fragilité cette fois-ci, donc là j'ai repris alors, j'ai très synthétisé la définition de la Société française de gériatrie et de gérontologie. C'est une diminution des capacités physiologiques de réserve qui altère les mécanismes d'adaptation au stress. Concrètement, ça veut dire que en cas d'événement non prévu, on sera moins en capacité d'être résilient. Pour essayer de traduire avec d'autres mots qui ne sont pas forcément ceux de la médecine pour que tout le monde puisse avoir aussi euh, différentes manières d'aborder cette définition. Ce qui est intéressant avec la fragilité, c'est qu'elle est réversible, c'est-à-dire qu'on est dans une situation, c'est pour ça que sur le schéma, vous avez des petites flèches où on va aller vers des situations plutôt pathologiques où on peut revenir sur des situations plutôt habituelles. Euh, et quand on parle de réserve physiologique, de réserve qui limite l'adaptation au stress, on peut parler de l'audition, par exemple, où une prise en charge avec ORL, audioprothésiste, voire orthophoniste, permet finalement de gagner en autonomie fonctionnelle, que vous avez donc sur la gauche du graphique, et donc de revenir à un état de plus, enfin un état où on est plus autonome. Alors que la dépendance, elle, telle qu'elle est définie, est un état qui est irréversible. Et enfin, un dernier sujet, la question des déterminants de santé. Parce que là, on va commencer à rentrer aussi sur le rôle que peuvent jouer les collectivités locales sur la prévention de cette perte d'autonomie qui va être quelque chose d'assez important, puisque ça va permettre d'améliorer les conditions de fragilité, de réduire le nombre de personnes dépendantes et donc potentiellement aussi d'alléger la charge des aidants. Les déterminants de santé, pour beaucoup, en fait, dépendent des facteurs environnementaux, des facteurs socio-économiques et des comportements individuels, qui sont des aspects sur lesquels les collectivités territoriales, dans leur aménagement, dans leur politique de l'habitat, dans leur politique culturelle, sportive, et finalement dans toute leur politique publique, ont un rôle à jouer et ont la capacité finalement de diminuer le niveau de dépendance de leur population au-delà du système de soins sur lequel on est d'accord, les collectivités peuvent jouer un rôle qui n'est pas aussi important que celui que peut jouer l'État. Et en parlant d'État, justement, l'objectif de l'État, c'est de miser autant que faire se peut sur la prévention pour réduire la pression sur le médico-social que pourrait engendrer cette augmentation du nombre de personnes de plus de 80 ans. Pour ça, il y a plusieurs sujets sur lesquels on peut appuyer en tant que collectivité territoriale. Le lien social, qui reste, alors j'ai mis anti-Alzheimer en numéro 1, évidemment, je grossis un petit peu le trait, mais le lien social, ça reste ce qui sollicite le plus notre cerveau et ce qui le fait plus travailler que des mots croisés, des sudoku, des choses comme ça. Et donc, c'est un sujet sur lequel les collectivités territoriales ont particulièrement la main et peuvent organiser des actions de lutte contre l'isolement. La nutrition, l'activité physique, évidemment sur tout ce qui va être politique sportive, le développement de sports adaptés. Sur la nutrition, on a pas mal de collectivités qui aussi font des ateliers de prévention de la dénutrition, qu'il ne faut surtout pas appeler prévention de la dénutrition, s'il vous plaît, parce que ça donne pas du tout envie d'aller dans un atelier où on nous dit bon bah ça vous dit de travailler sur votre dénutrition, mais parlez plutôt de bien manger, de manger équilibré, etc., etc. Le bien-être psychologique et sentimental, alors lui, plus compliqué pour les collectivités d'agir dessus, bien sûr, même si de manière indirecte, elles peuvent aussi, par leur politique, avoir un impact dessus. Enfin, la santé environnementale, dont je viens de parler, évidemment, euh, l'aménagement, l'habitat, enfin, je ne vais pas me répéter, ont un impact sur la santé environnementale des personnes âgées. À droite de schéma, vous avez la roue, ville amie des aînés, qui présente un peu tous les secteurs sur lesquels une ville amie des aînés devrait agir auprès de la population âgée. Donc culture, loisirs, on en a parlé, lien social, solidarité, on en a parlé, participation citoyenne, évidemment, ça on en reparlera à la fin, c'est nécessaire pour réussir à faire que les politiques publiques soient pertinentes et pour bénéficier de l'expertise d'usage qu'ont les citoyens.
Emploi, alors là, j'ai pas trop parlé d'emploi des seniors, mais c'est un sujet important et d'autant plus important quand on recule l'âge de départ à la retraite. Autonomie, services et soins, ça va à peu près de soi. Information, communication, c'est très important, évidemment, c'est transversal à toutes les thématiques que vous voyez autour de cette roue. Transport, mobilité, on en a parlé aussi, espace extérieur et bâtiments, toutes les questions d'accessibilité et d'attractivité des espaces publics qui jouent aussi dans la capacité des personnes à sortir de chez elles, à marcher, à utiliser des modes actifs par exemple, et donc à gagner en prévention sur leur autonomie. Et enfin l'habitat, dont on a parlé également. Et dernier sujet dont on peut parler, c'est la question des générations. Et ça, c'est important de l'avoir en tête. Il suffit pas de faire participer les citoyens âgés actuels pour penser les politiques publiques des citoyens âgés de demain. Bon, là, je vous ai mis une caricature assez amusante qui reprend des gros clichés sur des générations qui datent un peu, puisque le futur se faisait avec des téléphones à clapet dans ces images. Mais grosso modo, je pense que vous avez compris le message qu'il y a derrière, entre au milieu la génération des hippies et celle qui est super technologique, même si c'est de la technologie qui date un peu, et c'est aussi quelque chose qu'on va retrouver, et dont on va parler juste après. La technologie évolue et le numérique évolue. Au-delà de la question de la transition démographique, il y a évidemment d'autres transitions à l'œuvre qu'il faut réussir à intégrer à cette question de transition démographique si on veut mener à bien des politiques publiques locales qui soient pertinentes. Je les ai pas tous cités parce que c'est pas l'objectif et puis parce que chacune d'entre elles pourrait valoir une journée d'études complète sur les liens entre ces transitions et la transition démographique. Sur le numérique, c'est quelque chose dont on a souvent entendu parler. Alors, je vous ai mis quelques exemples d'aspects positifs, d'aspects négatifs. Développement de nouvelles solutions dans les métiers en tension et pénibles. Là, je pense notamment à tous les métiers du soin de manière très large. On a eu, nous, des groupes de travail sur les exosquelettes, sur la robotique en EHPAD. Et comme on est sur des métiers en tension et des métiers pénibles, il y a un intérêt à ce que la transition numérique puisse nous apporter euh, des solutions pour rendre ces métiers plus attractifs, moins pénibles, et pour résoudre le fait qu'on n'arrive pas à attirer suffisamment de professionnels dans ces filières. L'amélioration du soin. Je ne suis pas un expert de l'IA en santé, donc je ne vais pas trop me détailler, mais concrètement, il y a des intérêts euh, et des capacités sans doute à faire évoluer encore la médecine et les relations avec l'action publique avec un petit point d'interrogation, puisqu'il y a toujours ce besoin de contact humain. euh, mais demain, est-ce que l'IA peut nous aider à nous y retrouver dans tous les sigles, par exemple, pour prendre un cliché aussi assez connu, dans toutes les démarches administratives, peut-être, je sais pas. On verra bien. Cependant, il y a aussi des risques. La prise en main et formation continue des outils, puisqu'on nous dit que les générations suivantes seront plus à l'aise avec les outils numériques. Oui, elles sont plus à l'aise avec les outils numériques actuels, mais qu'en sera-t-il avec les outils numériques de demain? C'est pas si évident, puisqu'on sait qu'une des raisons qui fait que les plus jeunes retraités sont à l'aise avec les outils du numérique en ce moment, c'est aussi parce que dans leur travail, elles ont eu affaire, pour un certain nombre d'entre elles, à des ordinateurs, à du travail sur Word, Excel, etc., etc. Mais demain, si on développe, je ne sais pas moi, des IA avec lesquelles les personnes n'ont pas été forcément familiarisées, on risque d'avoir le même problème qu'on peut avoir aujourd'hui de fracture numérique avec des personnes âgées. Deuxième sujet un peu négatif, la dépendance aux écrans, qui aujourd'hui est encore assez peu travaillée chez les personnes âgées et dont on sait pourtant qu'elle commence à être de plus en plus importante. Et autant on a de plus en plus dans des collectivités des sessions de formation au numérique, autant sur la prévention de la dépendance aux écrans, on est essentiellement axé sur le public jeune, ce qui est plutôt bien, mais il faudrait aussi commencer à s'intéresser aux personnes âgées à leur dépendance aux écrans. Et enfin, tout ce qui est classique au sujet numérique, protection des données, respect des libertés individuelles, manipulation de masse, indépendance, ça c'est le sujet dont on parle actuellement, je pense que vous avez plutôt bien en tête. Transition écologique, assez évidemment aussi. Un rappel assez bref et assez rapide.
sur l'état des limites planétaires, puisque transition écologique, c'est pas que le changement climatique, c'est important de le rappeler aussi, ça concerne finalement l'exploitation des ressources naturelles. Et donc vous avez sur la droite le jour du dépassement, donc le jour à partir duquel l'humanité vit à crédit, entre guillemets, c'est-à-dire le jour à partir duquel elle a consommé plus de ressources que la Terre n'est capable d'en reproduire en une année. Donc en ce moment, on est autour du 24 juillet, ça veut dire qu'on vit à peu près la moitié de l'année à crédit. Ce qui est intéressant et que vous avez écrit un petit peu en dessous, c'est de comparer sur les comportements. La France n'est pas forcément un pays énormément émetteur de gaz à effet de serre, parce que le nucléaire et parce que on a finalement un nombre dans le mix énergétique, comme on dit, une, une forte dose de l'électrique et du nucléaire qui n'émet pas de CO2, il y a d'autres problématiques, mais qui n'émet pas de CO2. Cependant, si tous les terriens se comportaient comme les Français, puisque c'est l'objet des chiffres qui sont en dessous, on serait plutôt au 19 avril, c'est-à-dire qu'on perd bien un trimestre. Euh, alors certes, on est meilleur que les Américains, ce qui est le cas de beaucoup de monde quand même. Mais par exemple, par rapport à nos voisins, les Allemands, les Italiens sont à côté des Allemands et les Espagnols sont à peu près à la même date que les Anglais. Ben, on est un peu moins bon. Ça veut dire qu'en termes de comportement, et ça c'est des choses sur lesquelles localement, dans l'aménagement du territoire, on peut agir, euh, et ben on est plutôt assez consommateur de ressources et d'énergie. Et bon, pour les limites planétaires, je ne vais pas trop détailler, mais vous avez le changement climatique qui évidemment est une limite qui est dépassée, pollution chimique également, la biosphère et donc la biodiversité aussi, le changement d'affectation des terres évidemment, les ressources en eau un peu moins que les autres, mais on a quand même dépassé les limites. Pareil pour perturbation des cycles biochimiques, ça c'est les intrants euh, notamment liés au... Eh ben, j'ai perdu le mot, mais c'est pas grave, c'est pas les pesticides, c'est les autres. Enfin, il y a les pesticides aussi, mais il y a les engrais, pardon. Les engrais. Et enfin, acidification des océans. C'est la dernière qu'on vient juste de dépasser, qui elle aussi a des incidences importantes sur le vivant au niveau des océans. C'est intéressant de noter que la couche d'ozone qui a été dépassée à un moment, aujourd'hui, n'est plus un problème. Donc, comme quoi, quand on veut se mettre d'accord à l'échelle internationale pour interdire certains produits et régler un problème, c'est pas impossible. On a déjà réussi à le faire sur un sujet. Il y a la question de l'atténuation avec la transition écologique et la question de l'adaptation, puisque on l'a vu, il faut faire en sorte, entre guillemets, de réduire le dépassement des limites qu'on a aujourd'hui, mais il va aussi falloir sans doute s'adapter, et ça c'est un enjeu important aussi pour les collectivités locales, en fonction de leur fonctionnement et en fonction de leur exposition à certains risques, comme tempêtes, inondations, hausse du niveau de la mer, submersion marine, etc. Donc on est une région particulièrement touchée sur la façade atlantique. Euh, mais au-delà de ça, et donc là, c'est plus des éléments qui sont liés au climat, la canicule, la gestion de la chaleur, des silos de chaleur urbains, par exemple, des problèmes d'approvisionnement en nourriture, voire des problèmes de migration massive, d'instabilité géopolitique liés au changement climatique. Vous avez une boussole de la résilience qui a été créée par le CEREMA, qui peut être un outil assez intéressant auprès des collectivités. Je ne vais pas la détailler non plus, mais l'idée, c'est comment construire des territoires qui soient capables d'absorber des crises plus importantes que celles qu'on connaît actuellement. Dernier sujet, qui est un sujet qui concerne particulièrement les élections municipales, c'est la question de la crise démocratique. Pareil, je ne vais pas rentrer énormément dans les détails sur pourquoi on vit une crise démocratique. Je vous ai juste mis les taux de participation des législatives et des autres élections sur la droite, avec une augmentation de l'abstention, hormis pour la présidentielle où on reste sur une élection où on a un taux d'abstention qui est assez faible. Sinon, l'abstention a plutôt tendance à augmenter. Euh, alors, c'est compliqué de prendre en compte le chiffre de 2020 pour les municipales, puisqu'on était dans un cadre spécifique avec la crise du Covid. Néanmoins, de manière globale, sur les autres élections, on voit quand même une augmentation de cette abstention. Au-delà des autres problèmes démocratiques qu'on peut avoir, je prends juste cet exemple-là pour qu'on ait le temps pour les questions à la fin. Mais ceci dit, l'échelon local, ce qu'on note, c'est que les élections municipales sont un peu moins touchées que les autres élections. Hormis 2020, mais 2020, encore une fois, c'est vraiment un contexte particulier, donc
on va faire, enfin voilà, c'est compliqué de l'interpréter, mais c'est aussi un formidable moteur potentiel de démocratie, puisque c'est au niveau local qu'on a le plus finalement la main pour faire de la démocratie participative, pour essayer de ramener les citoyens vers cette idée de faire société et de travailler ensemble des politiques publiques. Avec toutes ces transitions, donc la transition démographique qui nous intéresse plus particulièrement, mais aussi les autres, finalement, on est face à des modèles de société à repenser. Donc, je vous ai mis le petit rond de Ville amie des aînés, qui rappelle les thématiques sur lesquelles on peut agir en tant que collectivité à destination des personnes âgées. À droite, vous avez la théorie du donut, où on est sur essayer d'équilibrer à la fois de la justice sociale pour tous et en même temps de pas trop essayer de manger les ressources qui nous sont disponibles. Donc, essayer de trouver un équilibre. Et enfin, tout en bas, vous avez les scénarios de l'ADEME qui sont en cours de réécriture, je crois bien. Mais bon, ceux-là sont toujours assez intéressants sur finalement comment nous, en tant que société, on peut essayer de travailler. Alors là, pour le coup, la question de la transition écologique et comment est-ce qu'on peut s'adapter avec quatre scénarios possibles, du plus frugal au moins frugal entre le 1 et le 4, en sachant que le 2 qui est souvent assez plébiscité, fonctionne beaucoup sur la coopération interterritoriale. Et donc là, évidemment, les collectivités locales et les politiques publiques ont un rôle à jouer là-dedans. Je vais m'arrêter là parce que je pense que c'est un bon premier niveau d'échange, enfin en tout cas c'est un bon premier moment pour lancer un niveau d'échange qu'on puisse prendre des questions et échanger tous ensemble sur ces sujets-là. Vous aurez donc mon contact, puisqu'on vous diffusera le diaporama, et si vous avez des questions, je suis preneur de vos questions.